présentation rapide des jardins parce que le but c'était plutôt de vous parler technique. Bon, avec ma petite expérience, hein, bien sûr. J'aurais aimé vous parler des paillages et d'une petite technique que j'expérimente depuis quelques années, c'est d'arriver à tendre vers le zéro désherbage, en quelque sorte, d'une façon ou d'une autre, quoi. Les jardins s'appellent depuis peu les Champs d'Orion. On est situé entre Mulhouse et Thann, sur un parcellaire qui s'agrandit là. La base c'était à Schweikhouse. Et maintenant on a de nouveaux jardins à Réningue aussi. On est vraiment sur cette ligne entre Thann et Mulhouse, quoi. Le site de Schweikhouse, un petit corps de ferme familiale, une parcelle de propriété, c'est la seule là, de 95 arts, et l'ancien stade de foot qui a été, voilà, que j'ai récupéré en mars 2019. Bon, il y a beaucoup de travaux, hein. Moi, si vous me demandez, je suis toujours encore en train de m'installer, quoi. J'avais des serres en location avant, de 2017 à fin 2019, mais j'ai abandonné parce que c'était à un quart d'heure de là où j'habite. C'est assez compliqué, quoi, de gérer des serres de loin. Voilà, là on projette d'en monter, peut-être pas d'un coup, mais jusqu'à 3000 m² au stade. Bon, on va faire un gros morceau déjà. Le site de Réningue, c'est suite à un appel à projet de la ville de Mulhouse. On a récupéré, là il y a, que je ne me perde pas dans les chiffres à peu près, il y a 6,8 hectares, mais il y a des contraintes environnementales. Donc on ne pourra pas faire ce qu'on veut, quoi. Les gros semis sur couche de compost, là-bas, c'est pas possible parce que c'est la zone de captage des eaux de la ville de Mulhouse, la Super Eau de Mulhouse, qui mettent en bouteille d'ailleurs. Donc on va pas trop pouvoir faire ce qu'on veut, mais on se dégage là-dessus 2,5 hectares de SAU. Tout était planté en arbres, quoi. C'était une ancienne pépinière arbusive qui servait à transplanter des arbres pour les réimplanter en ville. Ils ont gentiment implanté sur des bâches plastiques. Bon, tout ça, il a fallu l'enlever. Là, à l'heure actuelle, tous les arbres qu'on voit encore derrière les blocs verts, là, qui sont dessinés, ils ont été arrachés, broyés sur place, bien que le broyat ait été exporté, toujours pour des contraintes nitrates, hein. Faut demander l'ingénieur qui a donné des recommandations pour ce projet. Pour moi, voilà, il était un peu fou. Mais en tout cas, on s'est bien amusé à enlever du plastique et à l'heure actuelle, ça a été semé en blé et triticale, blé au-dessus, triticale en dessous. Ça, c'est pour des raisons pratiques, hein. C'est vraiment une culture, pour être cultivé, c'est pas un engrais vert. Mais on y passe, quoi. Bon, il y a de quoi s'amuser là-bas, en tout cas, pour un bon moment. La pédologie du lieu, elle est quand même à signaler parce que, bon, voilà, j'ai de la chance, en fait. On est plutôt sur des super bons sols, quoi. Ça, c'est pour Schweikhouse, en tout cas. Sur Réningue, c'est plutôt du sable, enfin du limon sableux. Là, à Schweikhouse, on est sur des limons argileux. Et vraiment, les 30 premiers centimètres, ils sont issus d'érosion du grès rose, quoi. Quand un limon, quand il est mouillé, il est bien rose. Et à la pelleteuse, ils sont venus faire un puits au printemps dernier. Un deuxième, là, à 9 mètres, je commence à trouver le premier caillou, quoi. Voilà, t'as du Régis. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est, voilà, on va parler un peu de paillage, et diverses choses qui existent. Merci. J'ai envie de faire un truc un peu cool, quoi. Voilà, à peu près ce qui existe en bio, le paillage. Je crois que c'était pas mal de sujets aujourd'hui, quoi. On va finir tout ça. On a déjà parlé du jetable, parce que ça, mine de rien, c'est en voie d'extinction. Savoir que c'est en train d'être passé là, tout doucement, que ça va être fini pour le bio, hein, le plastique jetable. Parfois, c'était bien pratique, hein. Voilà, TerraTech nous font des super outils pour le dérouler en sol nu, là, à deux, hop, ça vient rebuter le bord en sol travaillé, forcément, c'est meuble, hein, c'est friable. On peut vite, avec deux disques, rebuter le bord du film plastique sur le film, comme ça, avec de la terre, et puis il ne s'envole pas. On n'a plus qu'à planter dedans, et puis on l'arrache plus ou moins facilement. Les plus bourrins, ils bossent avec des films plastiques biodégradables, entre guillemets. Souvent, c'est pas bien biodégradable, en tout cas pas à 100%, quoi. Ils viennent passer la fraise là-dedans et mélanger tout ça au sol. Moi, perso, du plastique, je dirais, même avec mon stagiaire ici présent, c'est bien chiant d'aller le ramasser, comme on a fait à la pépinière, quoi. Et perso, les mecs qui font ça, c'est du bio. En tout cas, si l'an prochain, c'en est plus, c'est pas plus mal, forcément. Parce que moi, pour ça, voilà. C'est pour des paysages comme ça que je me demande pourquoi est-ce qu'on a le même label, eux et moi, parce qu'on n'a pas l'impression de faire la même chose, quoi. Voilà. Après, l'avantage majeur, c'est franchement le coût. Parce que dans tout ça, ce matin, ou même Pierre, quand il nous a parlé des paillages qu'il fait sous serre, intervient forcément, surtout si on veut l'appliquer à des moyennes ou grandes échelles, le coût du paillage, c'est quand même un facteur déterminant, quoi.
Il y a des choses, payer 10 cm de paille, c'est pas rien non plus, quoi. Là, son avantage principal, c'est que ça coûte rien, quoi. 10 centimes du mètre carré, là, je suis gentil, hein, si vous achetez une palette, on peut le diviser par deux, quoi. Tranquille. Facilité de mise en place, plantation, ouais, bon. Inconvénient, fragilité, forcément. L'enlever, ça va être chiant. Et puis, imaginez les mecs qui enlèvent ça, là, un champ comme ça, voilà, on le débarrasse, on fait un tas avec le plastique. Je n'ose pas imaginer la montagne que ça peut représenter, quoi. Ouais, on est bien gentil, la planète Terre, mais à un moment, il faudrait quand même arrêter de se foutre de sa gueule. Voilà, voilà. On peut tout de suite enchaîner, hein, parce que ça, de toute façon, bientôt, c'est plus bio. On peut passer un petit mot sur les toiles réutilisables. Je tiens à préciser que dans toute cette étude bricolée à l'arrache, là, c'est mes chiffres à moi et c'est mon avis à moi, hein. C'est certes critiquable, tout le monde n'aura pas la même opinion dessus. C'est juste que, hop, c'est avec ma petite expérience que j'avais envie de vous préciser aujourd'hui, de vous présenter aujourd'hui. Pour moi, la toile tissée a un impact agronomique plutôt cool. Ça, j'y reviendrai dessus. Elle permet de faire un faux semis, mais voilà, en la laissant, comme on a vu ce matin, on parlait des bâches d'ensilage. On les met sur un couvert végétal, et puis hop, 3 semaines plus tard, un mois plus tard, le couvert est crevé. L'avantage là, c'est que si on a la bonne bâche, on peut même encore valoriser le faux semis et faire crever le couvert, mais avec une culture en plus. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Benoît aussi, j'avoue que niveau mouron et tout, il y a peu de prise de risque avec ça contre les adventices, quoi. C'est plutôt radical. Et par contre, si vous décidez d'aller partir sur de la toile tissée, moi je vous conseille vivement de prendre au moins 130 grammes par mètre carré. C'est la densité de la toile, parce qu'en dessous de ça, de une, elles occultent moins bien. Et de deux, je suis pas sûr qu'elles durent dans le temps. Les plus vieilles, ça fait 10 ans que je les ai, et je les utilise encore sur courge, quoi. Ouais, les inconvénients, c'est sa mise en place, parce que bon, c'est pas forcément évident. Moi, je le fais pas mal, pas avec des poids, mais avec des agrafes à enfoncer dans le sol, là, ça perfore la bâche, 2 petits trous. Et là, on peut même y aller au maillet sur l'agrafe, et du coup, si vous avez comme moi, surtout si vous avez comme moi des planches permanentes un peu surélevées, je veux dire, si l'agrafe elle est posée dans le passe-pied, il y a quand même vachement peu de chances que la bâche décolle, quoi. Voilà. La plantation, par contre, forcément, elle est plus mécanisable, hein. Autant quand c'est des courges ou des choses où voilà, à faible densité de plants, ça pose moins de problèmes. Quand c'est des salades, bon, ça va moins vite que la machine, ça, c'est sûr. Il faut rien mettre à chaque fois dans le trou. Ok. Voire même, si vous les achetez neuves, bien sûr, il faut déjà faire les trous. Ça, qui est-ce qui connaît pas trop ces bâches-là? Qui est-ce qui en a jamais mis en œuvre? Bon, je parle que à des convaincus, quoi. Voilà, merci. Les ravageurs adorent, hein, bien sûr. Là, on est sur à peu près 50 centimes du mètre carré, ce qui reste raisonnable quand on a... à mon avis, c'est une des solutions les plus raisonnables quand on sait qu'on va les réutiliser un bon moment, quoi. Ça, c'est des photos du jardin. Donc, on voit que moi, la salade, je la fais carrément sur toile tissée, parce que ça marche vraiment plutôt pas mal, même en période sèche, quoi. Vous avez des questions là-dessus? Que j'observe, ce serait vraiment intéressant d'aller mettre des capteurs sur une parcelle témoin, sur une parcelle avec la bâche. Je pense qu'on est un peu plus chaud, mais vraiment de ma petite expérience, si tu as un sol qui tient bien l'eau et que tu peux arroser, parce que ça aussi, il faut le dire, si maintenant tu mets une aspersion là-dedans, les premières gouttelettes, elles vont carrément ruisseler sur la bâche. Les deuxièmes gouttelettes, hop, ça va, au bout d'un quart d'heure, ça va commencer à bien humidifier la bâche, mais il faut encore pousser plus loin pour que l'eau arrive vraiment à passer dans le sol qui est en dessous. Et moi, je dirais qu'une fois que tu arrives à mouiller le sol en dessous, le sol va garder beaucoup mieux l'eau sous un paillage plastique. Après, on peut faire beaucoup mieux avec les paillages naturels, on va dire, quoi. Mais dans ma succession de cultures, c'est vraiment un bon compromis, quoi. Après, voire même, moi j'irrigue jusqu'à tard le matin pour appuyer la rosée, pour pas qu'elle dessèche trop vite, quoi. Et très tôt en fin de journée. Et bizarrement, ça passe. Peut-être j'ai de la chance, hein, on verra. Quelqu'un d'autre a des questions là-dessus? On va faire plutôt des gros arrosages un peu plus espacés, quoi. Ouais. Donc faire des petits arrosages de 15 minutes, de demi-heure réguliers, tu vas faire un peu gros.
Alors je t'avoue que je suis plutôt à l'arrache, hein, parce qu'en temps normal, moi, je suis plutôt même, voilà, plutôt même bourrin des fois, quoi. Mais je le fais au feeling et au feeling, je vais vraiment pas juste regarder la salade, je vais aller soulever un coin de bâche ou mettre mon doigt dans un trou et j'attends, j'arrose jusqu'à ce que ce soit mouillé en dessous, quoi. Et ça peut prendre un certain temps, non? Parce que chez vous, on travaille aussi comme ça, mais c'est vrai que pour arroser, c'est sur des marges sur le faire maintenant, c'est effectivement de l'habitude de couper les années, quoi. Ouais, c'est l'inconvénient. Après, moi, j'irrigue tout en intégrale. Plus la goutte elle est grosse, plus elle va passer facilement la bâche, quoi. Elle- Et juste pour avoir un ordre d'idée, tu vas laisser tourner ton adversaire pour maintenant, pour que ça soit mouillé. Là, je pense que je vais mettre une bonne heure, quoi. 1 à 2 fois par semaine. Et cette année, c'est passé très bien. Il y avait des haricots à côté qui n'étaient pas sur bâche. Pas eu plus de problèmes que ça, voire même ils aimaient bien au vu du rendement, quoi. Là, on le voit, il commence à être là sur ce bloc-là, quoi. Après, comme dit, moi, c'est surtout pour son intérêt faux semis que je l'ai fait sur bâche, parce que j'ai un enchaînement primeur, salade, et la salade me permet de faire une occultation. Quand j'ai fini de récolter la planche, j'ai plus qu'à enlever la bâche, et là, je vais faire un semis direct. J'ai quasiment plus que du sol. Je vais faire un semis direct et je vais tout de suite après le semis remettre une couche de paille ou de foin par-dessus, quoi. Et bon, autant jusqu'en milieu de saison, jusqu'à fin juillet, je ressème du haricot. Et dès qu'on passe cette date un peu butoir, je pars sur des semis de racines d'hiver. Et c'est des choses cette année, putain, on a quasiment pas désherbé ni les haricots, ni les navets ou radis noirs qui ont suivi, quoi. J'ai vraiment cet intérêt de gagner du temps. Après, bien sûr, on peut la faire autrement, hein, ça, je dis pas. Quelqu'un d'autre? Bon, je passe à la suite alors. Alors, il y a ce fameux géochanvre qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Moi, ça m'a pas mal intéressé, mais on était plusieurs dans le groupement MSV à être intéressés. On avait même peut-être prévu une commande groupée. Mais en fait, c'est voilà, surtout à l'époque où nous on regardait, c'était leur début. Ils voulaient pas faire de partenariat local avec Agrivalor, par exemple, pour pas les citer. Et du coup, on a trouvé ça quand même vachement cher, quoi. Non seulement la toine en elle-même, mais les frais de port qui n'étaient pas facilement compressibles. Alors, je me suis quand même amusé à calculer, quoi. Une bâche, elle fait 400 grammes par mètre carré. Voilà, pour le modèle intermédiaire qui ne tient pas 1 an et demi, mais ouais, quand même une belle épaisseur. Alors, c'est possible d'étouffer le couvert. Voilà, il y a peu ou pas de risque, hein. J'ai vu des gens qui s'amusaient, moi j'ai pas essayé, quoi, mais à poser une bâche sur un couvert, à mettre du compost dessus et semer de la carotte dedans. J'ai entendu ça. Je compte sur vous un peu aujourd'hui pour m'éclairer, parce que moi je suis complètement novice là-dedans, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, à part les dieudos, bon si, hop, les dieudos, qui ont déjà essayé de faire des choses avec ça? Ah, vous pouvez répondre, hein. Nous, on l'a fait, alors sous terre, c'était pas mal. Et effectivement, le géochanvre, il se décompose assez vite pour que la carotte elle passe à travers. Il n'y a aucune trace au collet de la carotte. Donc la technique, elle marche. Après, comme tu dis, c'est cher. Dans le plein champ, dès qu'il y a du vent, si ton géochanvre il coule un peu, ça va lever un peu le semis. Donc dans le plein champ, c'est un peu compliqué. Sous serre, si tu as une planche qui n'est pas très forte, ça peut être pas mal. Oui, l'avantage, c'est effectivement, si ton occultation n'est pas bien finie, bah, tu mets le géochanvre, nous ce qu'on fait, on met le géochanvre, on met le compost par-dessus, on sème là-dedans. C'est des 400 grammes par mètre carré en chanvre. Et là-dessus, vous allez poser combien de compost pour de la carotte? Alors sur la carotte, en fait on y va franchement parce qu'on constate que ça marche bien. L'idée du géochanvre c'était plutôt de limiter nos apports de compost. Le compost on mettait 1 mètre cube sur 20 mètres carrés, ce qui fait 5 cm on va dire. Et on s'était dit qu'on allait essayer le géochanvre pour limiter nos apports de compost et en fait en termes de coût c'est pas intéressant. Ça coûte plus cher de faire géochanvre et la moitié de compost que de faire que de compost. C'était pas intéressant à ce niveau-là. Le seul intérêt qu'on y trouve, effectivement, c'est si c'est pas ultra propre, on est sûr que la culture elle va pas réussir à passer à travers le compost. Ouais, il y a pas que les adventices au sol et qui n'arrivent plus à passer propre. Mais si la planche est propre, juste le compost, ça fait très bien. Et vous avez jamais vu un chardon arriver à soulever un géochanvre, quoi? Si, ça peut. Alors, ouais, mais c'est limité et ça va être moins le cas que si tu n'as pas du tout de géochanvre. Donc, il
typiquement, pour des charbons, ça peut être intéressant de le mettre, mais si tu as fait de toute façon, que compost, c'est mieux. Ok, ouais, merci. Super cher, quoi. Ça, bon, on a toujours le même problème de ravageurs. Voilà, les campagnols, c'est une grande problématique, hein. Ce que je dirais, c'est que ça peut avoir un coût énergétique important. Ça faudrait demander aux fabricants, quoi, parce qu'entre aller moissonner du chanvre et ça, c'est franchement pas évident. D'une part, de le ramener jusqu'à un dépôt où on le compresse, où on arrive à faire un film comme ça, à mon avis, on a déjà quelques unités de pétrole. L'autre chose la réflexion que j'avais là-dessus, quoi, c'est l'irrigation autrement que du goutte à goutte. Est-ce que c'est jouable là-dedans? Une fois de plus, je m'adresse au Dieudo, là. Si, ouais, pour l'irrigation, c'est pas mal. D'ailleurs, ouais, c'est même mieux que juste du compost, parce que pour le coup, le chanvre, il va faire le rôle d'éponge, donc il va se remplir d'eau et il va la garder. C'est moins problématique que les toiles tissées, par exemple. Notre expérience, en tout cas, où sur les toiles tissées, effectivement, ça ruisselle, alors que le géochanvre, on a l'impression que ça va boire. Ça fait éponge comme ça, quoi. Il faudrait que je le mette dans le plus, alors. Ouais. Faudrait peut-être expérimenter, nous, c'est l'impression qu'on a eue. Une fois qu'il y a un message du compost dessus. Parce que maintenant, à dessus, ils avaient planté des fraises là où la dame avait ce matin. Et ils disaient que quand il pleuvait, mais à côté, ça fait assez mal dans le jeu. Ah, c'est souvent. Parce qu'il subit au-dessus, ça. C'était sur but aussi. Il y avait des buts qui étaient vraiment très taillés et du coup, c'était Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il va évoluer très vite le géochange, donc peut-être en tout début de cycle, peut-être effectivement ça peut un peu plus dessus, mais comme il se dégrade très vite, rapidement ça passe. D'ailleurs, même au moment du semis, il te conseille, avant de mettre le compost dessus, il te conseille de le mouiller déjà avant. De le tremper, ouais. Ok, ouais. Donc, à plus y découvrir, du moins pour moi, quand le cours a baissé, en tout cas. Là où je me suis un petit peu amusé, c'est que je me dis, hop, s'il est à 100% sec, un chanvre à 400 grammes par mètre carré, ça nous rapporte, grosso modo, 4 tonnes de matière sèche à l'hectare. Bon, agronomiquement, c'est toujours ça. Quand si on fout 5 de compost par-dessus, bon, forcément, là, c'est plus la même, quoi. Voilà, c'est juste pour... Et juste pour revenir sur l'eau, je pense que c'est peut-être intéressant de faire le plein avant de poser le chanvre aussi. C'est-à-dire faire le plein de flotte, poser le chanvre, arroser de nouveau le chanvre, et après il faut effectivement il faut peut-être arroser d'avant. Ça paraîtrait quand même, au vu du coût et des contraintes de mise en place, il faut le temps de faire tout ça. C'est plutôt une technique pompier, quoi, pour le moment. Le temps de dégradation, du coup Il ne termine pas du tout son cycle de carottes. On a fait beaucoup sur carottes. Quand tu as récolté les carottes, tu vois plus cher. Oui, ça va être 4 mois. C'est maximum de culture, quoi. Non, mais c'est bon à savoir, hein. Perso, moi, j'avais jamais vraiment testé, quoi. Merci pour votre retour. Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est aussi, bon, j'appelle ça comme ça, hein, on l'a vu ce matin avec les sèches et les Zwickert, la création de paillage in situ. On l'a tous vu, voilà, le roulage d'un engrais vert, ça nous ramène... Enfin, c'est ce que j'ai calculé moi, quoi, hein. L'autofertilité du sol, bien sûr, à prendre en compte selon le sol, hein, je parle vraiment de moyenne, de grands chiffres comme ça à l'arrache, parce que l'idéal, en tout cas chez moi, ce serait de ramener au moins 20 tonnes de matière sèche à l'hectare. Attention, je parle en sec. Pas mal bricolé ces dernières années avec un mélange seigle, baisse, pois, ça avec des variétés de seigle anciennes, et là on les a, hein, les fameux qui atteignent les 1,80 m, quoi. C'est de la semence de ferme, ça fait à peu près 10 tonnes de matière sèche hectare aérienne et 5 tonnes racinaires. Le plus du plus d'un engrais vert, c'est bien évidemment la structuration. C'est un de mes classiques, entre guillemets. Après, ben, il y aurait, comme vous l'avez vu chez Pierre, là, ça donne ça en grand au stade, quoi, qu'on voit bien la taille du seigle. C'est de l'occulter pour être sûr qu'ils finissent de comprendre que c'est le moment de mourir. Occulter une petite surface, c'est sympa. En occulter une grande, là où t'es plein vent, c'est un peu moins marrant. Voilà, ça fait tout de suite des grandes bâches, au risque, et on le voit, hein, ça ondulait correctement, quoi. Aussi du temps de travail, quoi. C'est qu'est-ce qu'on en fait une fois que c'est mort. Une plantation, on l'a vu, c'est plus facile, et moi, ce qui m'intéresserait vraiment d'arriver à faire, c'est un semis là-dedans, quoi. Là, on a une planche qui était en seigle, pareil, enfin les quelques planches là, les 5 que vous voyez là, qui ont été roulées, bâchées. À droite, il y a déjà un mulch d'herbe de tonte par-dessus, et à gauche, vous avez vraiment la belle paille de seigle qui a poussé, décédé sur place. Bon, au niveau des semis directs, franchement, c'est variable, hein, les résultats. Cette année, j'ai testé 2-3 trucs différents. Je vous parlerai vite de cet outil-là. Je conseille de l'atteler quand même, parce que ça pèse un bon 10 kg. C'est des disques ouvreurs, c'est plutôt du matos grande culture. C'est vraiment 2 doigts en étoile qui vont vous ouvrir un sillon.
Maintenant, il y a deux modalités. Est-ce que je sème en direct dans le sillon ou est-ce que je sécurise quand même mes haricots qu'on voit juste là en dessous et que je leur fais un petit quelque chose en plus? Donc, j'ai testé les deux, puis les deux ont marché, plus ou moins bien, en facteur limace, quoi. Ça, c'est des haricots rames que je m'amuse encore à faire plein champ, quoi, avec les tuteurs et tout. Les deux rangs étaient beaux, mais là, j'ai posé 2 cm de compost, allez, 3 dans le sillon. Donc, ça va assez vite à la brouette, quoi. Une pelletée de brouette et une pelletée de compost et ainsi de suite, quoi. Vous faites vite une planche de 40 mètres, chez moi c'est des standards en 40, il n'y a pas plus que pour, je dirais, une bonne demi-heure, quoi. Le même haricot à côté qu'on a sur les 2 autres planches, j'ai pris mon petit semoir Ebra avec les fameux disques ouvreurs là, de chez Terradonis et je suis passé foutre mon haricot à l'arrache. Ça a marché, j'ai eu de la chance, parce que début juin, il y avait... Ce que j'en retire comme expérience, c'est que semer sur lit de compost, c'est tricher. Bon, ça marche pas mal. Mais cette idée d'ouvrir un sillon dans le mulch au disque ouvreur et poser un lit de compost et semer dedans, c'est pour moi, là, ça devient quand même un itinéraire plus ou moins sécurisé. Détail près que s'il y a de l'antilimace, sinon c'est mort, ciao les haricots. Surtout quand le couvert a passé 3 bonnes semaines sous la bâche où il fait chaud et humide, là, la limace, elle cavale. Hein. Ce qui m'intéresserait de trouver, c'est un semoir qui marche un peu mieux dans les couverts. Et pour les maraîchers, c'est chose rare. Hein. Des à grosses graines que je vais vous montrer après. Graines, en tout cas, c'est rare. Hein. Ça, c'est la même chose en petits pois, même technique, quoi. J'ouvre un sillon, je mets un peu de compost et je passe le semoir qui, du coup, passe très bien. Voilà, le petit pois lèvres, c'était magnifique. Point sur les semoirs, ouais. Donc, on voit bien que les semoirs classiques, ils ont un super soc qui nous fait bien chier parce que ça, c'est vraiment, voilà, c'est censé être de la précision, mais c'est fait pour travailler en sol nu. Pas de paille pour venir faire bourrer le truc, quoi. Et c'est ça, la fameuse pièce que pour le disque ouvreur, hein, c'est cette pièce-là que vous pouvez commander chez Terradonis. Et là, la tombée de trémie de graines, là, elle passe juste entre ces deux. C'est la bonne taille, quoi. Ça s'adapte sur un Ebra sans problème. Le problème pour semer en direct, c'est que les disques sont pas assez grands. Il y a l'autre système, c'est de semer, c'était une févrole dans le reste de mulch de l'année. En fait, ça, vous avez la réserve de semences, voire d'engrais de l'autre côté, ça existe avec les deux, qui vont tomber dans si je ne m'abuse, dans le godet. Et le godet, quand il va arriver en bas, il va traverser ça arrive à traverser un bon 5 cm, quoi. Et il va s'ouvrir et laisser tomber la graine, du coup. Vous avez juste à pousser la roue semeuse. Ça fait clac, 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 clac. Et à chaque fois, la graine entre dans la roue, arrive en bas, perce le mulch et la laisse tomber, quoi. C'est en tout plastique. Bon, ça, c'est un peu dommage. Et ça vaut pas si cher, du coup. Il y a le fameux système du strip-till. Alors, le principe du strip-till, c'est vraiment d'arriver à faire un lit de semences fin tout en passant dans des mulches dégueulasses. L'atelier paysan a un peu bossé là-dessus, mais on est encore loin voilà, vous avez l'image, je peux pas leur faire de la pub non plus, quoi. Vous avez l'image de ce que les gens en grande culture pondent, quoi. Ça, c'est un strip cat de chez Sly. Ça vaut 5000 balles l'élément, juste le petit élément là. Ça pèse un braquage et à moins que vous ayez 2 chevaux ou un tracteur, vous oubliez de le tirer à la main, quoi. Pincenheim, ils sont plus sur des modèles de strip-till autoconstruits dans ce genre-là. Donc juste un disque qui vient couper entre guillemets couper le mulch et un petit soc derrière directement relié à l'élément semeur. Bon, ils ont fait des essais sur les carottes là cette année. J'aurais bien voulu voir qu'est-ce que ça a donné parce qu'ils ont mis, c'est un genre de strip-till où le semoir il est tout de suite dessus, quoi. Ils ont monté leur Ebra sur le strip-till. Ouais, je n'ai pas encore vu tout à fait à quoi ça ressemble. Mais ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'ouvrir le mulch, de créer un mini sillon et de glisser la graine dedans. Ça m'intéresse un peu moins, surtout les gros éléments comme ça, parce que vraiment l'idée, c'est strip-till, donc le labour en bande, c'est de créer une bande de sol fin. Et nous, on ne veut pas créer d'enherbement. Les haricots, ils sont passés cette année dans des couverts comme ça, à l'arrache, quoi. Moi, je suis plus en train de chercher des solutions comme ça. Ça, c'est aussi issu des pièces de semi-direct, quoi. Et c'est des gros semoirs qui ont des pièces comme ça. Il y a encore beaucoup de recherches à faire, quoi. Mais l'idée, c'est juste d'avoir des plus grands disques que ce que proposent les constructeurs sur des semoirs. Et tout simplement écarter le mulch et glisser la graine. Limite ramener avec une chaîne un peu de mulch par-dessus le sillon, si on peut appeler ça un sillon, et retasser. Et arriver à semer voilà, tout de suite après l'occultation, quoi. Ça, c'est les mêmes fabricants que Terradonis qui font ça. Donc on a des vachement plus gros disques, ça peut être attelé. J'essayerais bien, mais ça, c'est que fait pour des grosses graines. C'est un peu tout ce qu'on nous propose avec des disques ouvreurs à l'heure actuelle. Ça, c'était pour la partie semis.
partie semis, pour ma part, c'est ce que je vous disais, quoi. Moi, après une récolte de salade, je préfère passer un bête coup de râteau pour reboucher, mais vraiment superficiellement, quoi, pour faire tomber un peu du mulch qui reste dans les trous de campagnol, passer mon semoir là-dedans, remettre une couche de paille, et là, vous avez le navet qui sort en bas, et les racines, le même bloc, hein, c'est toujours les mêmes parcelles, là. Là, on avait salade tout au début, c'est le même bloc avec les racines d'hiver, quoi. Ça passe, là on n'a pas désherbé du tout, hein, ni betterave, ni navet, radis, quoi. Ils sont déjà à moitié récoltés sur la photo. Si je reviens au paillage, là on était dans un système où on a un engrais vert couché, et on essaye de bricoler tout de suite dedans. Moi ce que j'adore faire, c'est rajouter encore de la matière organique. Et c'est intéressant parce que je ne savais pas du tout que les Zwickert étaient déjà dans ces systèmes-là, quoi. Je vous dirais de ma petite expérience que je préfère ramener de la paille de blé issue d'une moissonneuse avec broyeur. Pourquoi ? Parce ça fait des moins gros paquets. Et mine de rien, le broyeur de la moissonneuse, il éjecte pas mal de graines de blé. C'est un broyeur sur ta moissonneuse ? Ouais, parce que moi, j'ai pas de problème de repousse en fait dans les pailles, quoi. Il y a peut-être vraiment un lien entre les deux, quoi. Avec la ferme, on est sur une région plutôt d'élevage, donc il faut des préinsés. Ouais, il faut des pailles longues, ouais. Sinon après, ça passe plus dans les grosses pailleuses et ça les emmerde. Chez vous, maintenant, ils commencent à faire de la paille broyée pour les vaches, justement, parce qu'apparemment, les tiers des animaux sont plus proches avec des pailles broyées. Nous, en fait, la paille qu'on met dans le champ, c'est la paille broyée qui est beaucoup plus simple à la plantation, par exemple, et peut-être aussi, toi, si tu veux semer à travers une paille broyée, c'est pas du tout la même chose. Non, ça c'est clair. C'est pour ça que moi, vraiment, quand j'en achète, j'en demande de la broyer. Et vous n'avez pas, avec de la paille broyée, vous n'avez pas de problème de repousse de blé plus que ça. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Et ceci, on va regarder pas non plus avec la paille classique. Vous avez peut-être une bonne moisse-batte alors, hein. Moi, c'est ce que je préfère, quoi. Je vous recommande une paille de blé avec broyeur. Ce que j'utilise le plus, en fait, c'est des litières pailleuses. Parce qu'autour de chez moi, il y a des centres équestres. Ils ne savent pas quoi en faire de cette taille énorme de... Voilà, c'est principalement de la paille avec un peu de pipi et de caca de cheval dedans. Bon, c'est quand même un peu d'azote dedans, mais il est tout pile ce qu'il faut pour les champignons, quoi. Enfin, ils aiment bien en tout cas. Sinon, je prends tout ce que je trouve, l'herbe de thon, tout ça, bon, histoire d'avoir un bon mulch. Et je pense qu'on commence à être d'accord sur qu'entre 5 et 10 cm de mulch, on arrive derrière sur des résultats, on n'a plus de problème d'enherbement, quoi. Après, moi, j'ai déjà eu des surprises surtout les premières années. Donc, je pense que c'est temps que le système se mette en route. On peut avoir des soucis de fin d'azote, quoi. En apportant de la paille pure, j'ai déjà eu plus de problèmes qu'en apportant de la litière pailleuse. Pour moi, j'ai interprété ça comme il y a quand même un peu d'azote dans ma litière pailleuse, surtout si elle est un peu vieille, quoi, qu'elle a traîné quelques mois, et du coup, ça m'empêche d'avoir des fins d'azote, surtout les premières années. C'est mon interprétation, hein, voilà. Si maintenant on rajoutait de la paille, c'est par centimètre, c'est 8 tonnes hectares de matière sèche en plus. Par rapport à un autre engrais vert qui en crachait 15, voilà, on rapporte 10 cm de paille, c'est plus 80, quoi. Ça, on est vraiment, voilà, avec des techniques comme ça, on est dans des apports massifs. Ce qu'on a vu chez Pierre ou ce qu'on a vu ici, c'est pas si cher que ça, la paille. On peut compter, maintenant on va mettre 10 cm, on serait à peu près à 80 centimes du mètre carré. C'est pas négligeable, mais c'est pas gratuit par rapport aux 10 centimes du mètre carré maximum d'un paillage plastique, quoi. On a une petite photo de monsieur le Vavasseur. S'il nous regarde un jour, je lui passe le bonjour. Voilà, l'épandage, quand même, si vous avez de la paille pure, ça existe, hein. Si vous avez des éleveurs autour de vous, là où vous installez, ils ont des bonnes machines pour ça. Voilà, pailleuse gentille, là. Ils paillent des aires de stabulation en mettant direct une botte de paille dans la machine. Vous pouvez même la pousser dedans, hein. Et derrière, ça vient la dérouler, la hacher, et ça la projette. Ça peut être assez cool. J'ai fait de l'oignon comme ça cette année. Enfin, sur de l'oignon, je voulais pas mettre la paille de cheval. Celle-là est vieille, hein, je précise. Quand je vous dis litière pailleuse, ça c'est de la vieille litière pailleuse. D'habitude, j'utilise vraiment de la fraîche, elle est encore dorée. Et pour de l'oignon, j'aurais même pas voulu mettre de la litière fraîche, quoi. Éviter de lui amener de l'azote, risque de pourriture, j'ai vu ça comme ça. Pailleuse, paillée 400 mètres carrés, je veux dire, mais c'est fait en 3 minutes avec une pailleuse d'éleveur, quoi. Ma litière pailleuse, pour un apport de 10 cm, ça me fait 2000 € l'hectare, hein, transport compris. Moi, elle me coûte 20 centimes du mètre carré. C'est plutôt cool, parce que je me la fais livrer en benne de 25 mètres cubes. Voilà, c'est un peu le moteur de mon système. Là où je voulais appuyer plus particulièrement aujourd'hui, c'est que moi j'ai trouvé, et encore plus, si c'est pas de la matière organique pure, quoi, si c'est de la matière organique qui est un peu passée par les animaux, genre litière pailleuse, que ce soit de vaches ou de chevaux, quoi, c'est qu'un broyage de mulch, ça a un super intérêt. Qu'un mulch, bon déjà c'est compliqué de planter dedans quand vous avez des moyennes, voire des longues fibres de paille. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est vraiment passer un coup de broyeur avant, quoi.
ça va la hacher plus fin. S'il y a des petites plantules qui traînent, elles sont dézinguées, elles vont se retrouver en dessous. Là, c'était une idée de l'itinéraire. Là, j'avais peut-être un mois de libre sur une planche, quoi. J'ai fait un engrevé fin d'été, donc j'ai fait un sarrasin qui est bien arrivé jusque une bonne 60aine de centimètres, quoi. Ce que je fais quand c'est comme ça pour pas me prendre la tête, vu qu'il va y avoir une plantation derrière, je pose la paille à l'épandeur par-dessus la planche et je passe le broyeur dans le tout. On a le même effet un peu que ce que fait Pierre avec sa tomate, quoi. Il vient mélanger du vert et du brun. C'est un principe permaculture basique, ça. On met du brun, du vert, du brun, du vert, du brun. Enfin, l'azote et le carbone, quoi. Histoire que ça se décompose assez bien. Et le rendu derrière, c'est qu'il y a vraiment zéro désherbage, quoi. Là où je m'en suis aperçu le plus, c'est vraiment en essayant une fois avec de la litière pailleuse de vache. C'est quand on passe un broyeur, puis après qu'on la rappuie un peu, le mulch formé, il fait une croûte en surface. Là, on a vraiment l'effet, c'est ça que j'appelle l'effet géochanvre, quoi, le géochanvre créé sur place. Je pense qu'il y a matière à travailler là-dedans en regardant s'il y a une histoire d'humidité, il faut que ce soit assez humide pour que ça croûte au final. Bon, bien sûr, il faut qu'on ait la météo, il faut que ce soit sec derrière, sinon ça ne va pas forcément marcher. Peut-être rajouter un peu de limon dans le tout. Il suffit de descendre le broyeur plus bas dans mon cas, mais cette histoire de croûte-là, faite avec ça ressemble un peu au torchis, là, j'aime bien cette affaire, quoi. Je vais creuser, mais en tout cas, vous passez un broyeur dans un mélange couvert plus paille rapportée, niveau enherbement, ça marche bien. Et plantation, ça devient facile. Voilà, ça c'est après le passage du broyeur, ça nous donne ce rendu-là. Vu que le rouleau est passé, que le tracteur a rappuyé les passe-pieds, les planches sont encore bien dessinées, quoi. C'est facile d'aller trouver les 45 cm d'entre-rang, semer ou planter là-dedans. Voilà, quand il y aura les outils, ce sera un jeu d'enfant. Les vers de terre ne sont pas trop atteints. Je vous dirais, si vous passez un broyeur, évitez le début de journée trop tôt ou la fin de journée trop tard. Les vers de terre, ils bossent plus la nuit. Mais j'ai pas l'impression que ça les dérange du coup plus que ça si vous venez passer. Après, là, c'était avant une plantation de poireaux, quoi. Pareil, ça va plus vite de les planter si le mulch est broyé. Le seul inconvénient qu'il y a à faire ça, c'est que ça va minéraliser plus fort d'un coup et que le mulch il va se dégrader forcément plus vite. On est sur du compostage de surface en fait, plus qu'autre chose. On accélère. Ça c'est le poireau. Après, il y a quoi, une dizaine de planches, quoi. On a dû enlever 4 kénopodes et 2 paniques au final, quoi. Ça marche plutôt pas mal. Sur le poireau, je le plante pas avec le strip-till comme Pierre. Je me fais chier à faire pour ma grelinette. Là, je la mets dans le sens du rang. Je fais les trous avec la grelinette et puis juste le poireau racine nue, je le jette dans le trou. Cette année, je crois que c'est la chance du novice. J'avais un bon 15-20 cm de fût blanc et des poireaux super. Bon, j'espère le reproduire, quoi. Pourquoi est-ce que c'est une de mes techniques phares, ça? Parce que je fais les choux comme ça aussi. C'est parce que le sol est couvert en hiver grâce à l'engrais vert, que ça me permet d'atteindre un autre objectif qui est de rehausser très fortement le taux de matière organique. Parce que plus il y en a, plus c'est facile de planter après dedans, quoi, pour des raisons très mécaniques. D'après mes calculs, on arriverait jusqu'à un peu moins de 100 tonnes hectares de matière sèche par an, en apportant là les centimètres de fumier pailleux, plus les résultats de l'engrais vert. Là où c'est aussi un objectif, c'est que ça me permet de limiter à fond le désherbage, quoi. Ça, on ne peut pas faire, je crois, beaucoup mieux. L'irrigation aussi, à un bémol près, c'est que si une fois vous ratez il se passe une période de très sec et très chaud, vous allez vous dire, je vais arroser mon poireau, parce que là, j'ai l'impression que les dernières plantations, ils sont en train de souffrir. Le problème, c'est quand on met l'irrigation là-dessus et que vous avez un gros mulch, avant que l'eau elle arrive au poireau, il faut déjà qu'elle humidifie une bonne partie du mulch, quoi. Donc on économise de l'eau en faisant des mulchs d'accord, dans une certaine limite qui ne sèche pas complètement non plus, parce qu'il faut entièrement les réhumidifier, ça peut être long. Le dernier objectif qui peut être atteint avec des plantations comme ça par rapport aux plantations sur bâche, sur toile tissée ou sur chanvre, c'est que ça paraît quand même vachement plus facile à mécaniser, quoi. On a vraiment zéro contrainte à ce niveau-là, et je comprends que les grands agriculteurs comme M. Zwickert, ils réfléchissent sur des couverts broyés, mulchés par la suite, roulés et mulchés par la suite, pour faire passer les planteuses. Grosso modo, la seule option qu'on ait là. Ça, c'est les choux. C'est pareil, là, on y a passé. J'ai aussi eu quelques petits problèmes de limaces, surtout au démarrage. Je fais un peu comme toi, Julien, je fais gaffe au démarrage. Et puis après, il a fallu enlever pas mal de couches de choux pour le chou à choucroute parce qu'il y avait des limaces jusqu'à loin dedans, quoi. Super bien passé, les choux étaient magnifiques et comme dit, le désherbage super limité, quoi. Là, c'est pareil dans le bloc chou, c'est à chaque fois des blocs de 40 sur 20, sur 800 mètres carrés de choux, très peu de problèmes, quoi. L'altise, sur sol couvert, elle en chie. Je pense elle en chie plus
quand on a des mulches que quand on a des bâches. Parce que la bâche, c'est comme une surface lisse. La puce de terre, elle se reproduit logiquement en terre. Bon, en tout cas, l'altise, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas mis de filet et j'avais quasiment pas de problème, sauf sur les derniers choux qui étaient tout à gauche. Là-bas, c'était des choux de Chine plantés en août et un peu plus de soucis. C'était pas sur mulch d'ailleurs, c'était sur petit lit de compost. Une ferme en biodynamie, là, juste à l'entrée du baron. Et Planet Légumes avait fait une toute petite intervention en faisant des comparaisons d'envahissement d'altise sur des cultures saumon et des cultures paillées. Ils ont remarqué justement sur culture paillée, ils en avaient beaucoup moins de problème. Parce que justement l'altise, comme tu dis, elle préfère le saumon parce que c'est là-dessus qu'elle se reproduit. Alors que la paille, ça la perturbe, du coup, elle va. Mais aussi, c'est lié parce que ce qu'on voit là, et c'est un peu rassurant quand on se dit qu'ils sont finalement au sommet de la chaîne alimentaire de ces macro-insectes là, c'est que c'est gavé d'araignées chez moi, quoi. Des petites araignées, voire même des fois des grosses, quoi. Ça ne m'étonnerait pas, ça se voit le matin à la rosée, quoi. Il y a des toiles un peu partout, ça ne m'étonnerait pas qu'elles en chopent une bonne partie aussi, quoi. Tant que vous êtes en sol travaillé, je ne suis pas sûr que l'araignée elle soit à l'aise, quoi. L'idée c'est de mécaniser la plantation. Et on l'a vu ce matin, ils nous ont montré la grosse machine allemande là pour arriver à planter dans les couverts. Moi, je suis en train de rechercher une solution avec ces machines-là qui existent, qui sont des planteuses dites à godet. Alors, c'est des mecs en maraîchage classique qui ont inventé ça, parce qu'ils ont tout simplement ils travaillent le sol comme d'hab, ils mettent un film plastique pour limiter, pour pas avoir un désherbé, et ils veulent planter du melon. De façon mécanique, dans un film plastique. Ils n'avaient pas 36 options, ils ne pouvaient pas avoir de soc ou de trucs qui disent que le film ça ne marche plus, quoi. Donc ils ont inventé cette planteuse à godet qui marche un peu comme la roue semeuse. Voilà, c'est ce godet qui s'ouvre quand il arrive tout en bas. Il y en a plusieurs sur la roue, selon l'espacement que vous voulez entre les plants, quoi. Et l'opérateur, lui, c'est plus vraiment lui qui plante, quoi, parce qu'il a juste à mettre les plants dans les godets. Ça, pour moi, c'est mon futur levier pour mécaniser la plantation. Il y a quelques paramètres qui paraissent clés, parce que forcément, si maintenant vous plantez un plant de melon dans un sol travaillé sur un film plastique, je veux dire, c'est mou en dessous, le godet il va rentrer nickel, le plant il va tomber, et les deux roues de rappui elles vont ramener jusqu'à ce terre meuble qui vont retomber sur les bords du plant, ça va se passer. Maintenant, savoir qu'est-ce que ça donne dans les mulches, j'avoue que j'ai pas encore essayé, et vu le prix des machines, va pas falloir faire le con quand même, hein. Si on revient au final sur le paillage in situ, donc sans apport de MO, comme on l'a vu, moi j'estime le coût en semences à 20 centimes du mètre carré, hors occultation, mais bon, les bâches on les réutilise d'année en année. Ce coût-là, il ne tient pas compte de la main-d'œuvre, hein. Je vous parle vraiment combien ça coûte de mettre un engrais vert et de le rouler. Grosso modo, il reste juste un peu plus cher qu'un paillage plastique sur sol travaillé, quoi. Et c'est pour cette raison que moi je cherche à pouvoir planter et semer direct dedans, quoi. Et bien sûr, au détail près qu'il ne faut pas se foirer non plus en grand, parce que forcément sur un couvert roulé, vous semez une culture, elle germe, très bien, c'est magnifique. Au moment où vous faites envahir de panique, c'est plus possible d'aller biner à la machine, hein, non plus. Forcément, il y a les pailles, donc si vous passez une bineuse, ça va bourrer. Avec apport de MO, bon, je l'estime, hein, c'est une estimation qu'on peut aller facilement jusqu'à 100 tonnes hectares de matière sèche. Sans désherbage, ça peut se passer quasiment sans désherbage. Le mulch il est efficace sur plusieurs mois, on peut même imaginer qu'on finisse de récolter le haricot, qu'on rebroie le tout et qu'on puisse encore implanter une salade derrière, quoi. Le mulch est là pour un moment. Il y a toutes les possibilités de semis qu'il n'y a pas avec des films plastiques ou avec des toiles tissées ou avec des géochanvres. En désherbage aux cultures, c'est quand même 30% du temps en maraîchage classique, hein, tout ça c'est ciao. Ça a quand même un coût élevé. Au final, maintenant, si on implante un couvert vivant et qu'on rapporte de la paille, moi je l'estime à peu près à 1 € du mètre carré quand même, ce qui est 10 fois plus cher qu'un paillage plastique. Mais c'est à prendre en compte voilà, par rapport aux intérêts agronomiques, quoi. Dans mon cas, avec tire pailleuse de chevaux, moi je pense que ça me coûte 40 centimes du mètre carré de mettre en place le couvert et de rajouter la matière organique dessus, quoi. Au facteur près qu'il y a de la mécanisation, parce que moi j'ai pas beaucoup de monde au jardin d'habitude, et qui dit mécanisation dit amortissement, tout ça, bon, c'est vraiment juste le coût du mulch, quoi, en quelque sorte. Non, je veux juste dire qu'il y a le coût du mulch, mais on ne parle pas aussi de ce que ça peut apporter en termes de rendement. Nous, par exemple, quand on a fait le premier semis de carottes sur compost, au début on ne voulait pas trop le faire parce que c'était 50 centimes, 1 € du mètre carré.
avec le géochanvre. Non, je parle que de compost. On était entre 50 centimes et 1 euro du mètre carré, et puis en fait, après la première année, on s'est fait rajouter. En fait, le compost, on s'en fout, parce qu'en rendement sur la carotte, on est largement amorti sur la première culture. Ouais, c'est ça que je disais. Ça va profiter pendant 10 ans, quoi. C'est ça, c'est à prendre en compte sur le long terme, quoi. On parle pas juste d'un paillage qu'on pose l'année N. Et... Finalement, c'est déjà largement amorti sur une seule culture, le rendement de carotte est complet, quoi. Moi, j'ai pas parlé du lit de compost, hein, que je pratique aussi d'ailleurs. Non, mais je veux dire, c'est un peu pareil avec le mulch. En termes de fertilité, il y a un super bon sol, et du coup, il n'y a pas d'enherbement, il y a de l'eau, donc on peut augmenter le rendement aussi. C'est pas juste voir ce que ça coûte, il faut aussi mesurer ce que ça peut apporter, quoi. Ouais, c'est juste dans un point qui a un impact énorme, un impact agronomique énorme, quoi. Mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. La conclusion, c'est la suivante, c'est que la meilleure solution, c'est celle qui vous convient à vous, que vous pouvez bricoler vous avec ce que vous avez sous la main. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous remercie pour votre attention. Là, quand je parle de 100 tonnes de matière sèche à l'année, il y en a déjà 15 qui sont ramenés par des engrais verts. C'est pas 100 tonnes exactement qu'on ramène, quoi. Après, c'est sûr que la résilience des fermes, c'est un facteur à prendre en compte et à tous les niveaux, quoi. Ce qu'on disait aujourd'hui, c'est que s'il y a des gros maraîchers en Alsace qui décident de mettre 30 hectares en BRF, nous, on n'en a plus, hein. Ça, c'est sûr. Il n'y en a pas assez, quoi. La ressource, elle est limitée. Moi, je pense qu'un des leviers à venir, ce serait, je suis en train de motiver les éleveurs avec qui je travaille pour en implanter, ça c'est le miscanthus, ce genre de culture à forte biomasse produite qui peuvent être exportées sans, je dirais comme ça, j'en sais trop rien, hein, mais sans trop dégrader la parcelle où ils poussent, pour aller créer du carbone pour pailler les vaches sur des parcelles qui sont dédiées à créer du carbone, quoi. Déjà qu'on puisse un peu soulager les céréales, voire arriver vers des techniques semi-directes pour lesquelles on n'explore plus les pailles comme on le fait à l'heure actuelle, quoi. C'est indispensable dans le bilan carbone et c'est beaucoup dans le bilan humique, pardon, et c'est beaucoup plus dur à gérer pour eux que pour nous. Eux, ils pourraient jamais faire d'apport comme on fait, quoi. À l'heure actuelle, la matière, elle est là. J'ai raisonné sur le long terme. Bon, je pense qu'il y a énormément de choses, en fait, le jour où il y en a plus, qui vont changer à ce moment-là. L'idéal, c'est forcément arriver à avoir des systèmes autonomes et résilients, quoi. Mais merci à tous d'être passés, merci, et encore on se reverra très bientôt, peut-être sur une autre journée ou une visite des jardins. N'hésitez pas à garder contact avec nous pour toutes les nouveaux événements à venir, et à très bientôt, merci.